Bonjour et bienvenue sur WeTalk. Je suis Virginie Le Valère, dirigeante de Immigration. Chez Immigration, nous gérons l'immigration des salariés et des particuliers vers la France ou tout autre pays dans le monde. Un seul mot d'ordre, expertise, conformité avec la loi d'immigration et tranquillité d'esprit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de WeTalk. Alors WeTalk, c'est quoi? C'est le rendez-vous proposé par Immigration pour discuter entre experts d'un sujet immigration précis lié à l'actualité dans le monde. En échange, on répond à vos questions et on vous donne des clés pour gérer la mobilité internationale de vos talents. Immigo Clock a sonné, c'est parti pour ce nouvel épisode de WeTalk. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de WeTalk. Je suis Virginie Le Valère, dirigeante de Immigration, et pour ce nouvel épisode, on va parler du Canada et de ses récentes évolutions en termes d'immigration. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, Cécile Lécollier, dirigeante de Flow Immigration au Canada, avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années. Cécile, bonjour. Bonjour Est-ce Virginie. que tu peux déjà te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Merci Virginie de m'accueillir sur, WeTalk. Avec plaisir. Donc Cécile, je suis consultante, réglementée en immigration, canadienne. Donc je m'occupe de tout ce qui est, accompagnement à la fois d'entreprises et de particuliers dans leurs projets d'immigration, au Canada de manière, globale et aussi, particulièrement au Québec. Et tu vis à Edmonton. Et je vis à Edmonton, en Alberta, dans l'ouest du Canada. OK. Alors, je me disais que pour commencer, ce serait pas mal de rappeler les grands principes de l'immigration canadienne. Donc, est-ce que tu peux nous les présenter de manière globale? Oui, 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 bah, c'est vrai que c'est important pour qu'on puisse un peu comprendre la conversation après. En fait, l'immigration, au Canada, j'aime bien l'expliquer en fait en expliquant qu'il y a 2 principes, 2 principes principaux, 2 principes globaux, on va dire, la résidence permanente et la résidence temporaire. Vraiment l'immigration se divise en 2 piliers. Quand on vient, pour de l'immigration temporaire, c'est qu'on vient avec un but précis. Donc par exemple, on vient pour, visiter en tant que touriste ou on vient, pour étudier sur un permis d'études et là, il faut avoir été accepté dans une université, une école, ou on vient pour travailler et dans la majorité des cas, on va devoir avoir été embauché par un employeur canadien qui devra faire des démarches comme en France avec un système plus ou moins similaire à l'autorisation de travail et cetera. Ça, c'est du temporaire, donc comme le nom l'indique, c'est toujours temporaire. Ça peut éventuellement se renouveler et c'est souvent sponsorisé dans le sens où il y a toujours une raison pour laquelle la personne vient au Canada. À l'inverse, la résidence permanente est très intéressante pour les immigrants au Canada puisque la résidence permanente, comme son nom l'indique, encore une fois, est permanente, donc il n'y a pas de date d'expiration et surtout elle permet à l'immigrant de faire ce qu'il veut. En fait, il a, des droits presque identiques à ceux d'un citoyen canadien. Donc il peut, étudier, il peut travailler, être à son compte, avoir une entreprise, il peut ni étudier ni travailler si il ne souhaite pas et peut se le permettre. Voilà, ça ouvre beaucoup de liberté, ça donne accès à des par exemple, des tarifs préférentiels sur les universités pour éviter les tarifs des étudiants internationaux. Donc voilà, c'est un statut qui est très, très convoité puisqu'il est, très confortable. Hem et quand on vient en tant que résident permanent et c'est là où peut-être ça différencie de pas mal de pays, c'est qu'on peut arriver au Canada directement en tant que résident permanent. Oui. On n'est pas forcément obligé de passer par un parcours de d'abord avoir fait ses études ou d'abord avoir travaillé sous un permis de travail. On peut commencer directement avec la résidence permanente et c'est en ça que le Canada, est assez ouvert en fait, hein. C'est aussi pour ça qu'on entend, pas mal ça souvent par rapport au Canada. C'est puisqu'il y a des programmes, qui, permettent à des personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Canada d'arriver et de s'établir, au pays de manière permanente. Après voilà, on entend souvent que l'immigration au Canada est choisie, et assez contrôlée, ce qui est vrai, dans le sens où effectivement la résidence permanente, il y a souvent des systèmes de points, donc en fonction de l'âge, en fonction des diplômes, en fonction de l'expérience de travail, on va avoir plus ou moins de chances, de pouvoir présenter une demande en fait, de résidence, permanente. Après voilà, le Canada, bon, on entend souvent qu'il gère beaucoup mieux l'immigration que la France. Je suis pas sûre que ça soit vrai non plus. Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici, pour rejoindre de la famille. C'est pas que des gens qui sont, choisis parce qu'ils ont un poste en pénurie, par exemple. OK. Mais effectivement, le statut de résidence permanente, c'est quand même assez rare pour le souligner. Il Ouais. y a quand même peu de pays qui proposent
cette option-là directement. Mmh. Ok, bah merci pour ce point. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On a tous vu avec un peu d'effarement, il faut bien l'avouer, beaucoup de bouleversements en immigration au Canada ces derniers 9 mois, on va dire. Quels ont été ces principaux changements? Ouais, c'est vrai que l'année 2024, particulièrement le deuxième semestre et début d'année 2025 ont été très, 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 mouvementés. En tout cas, depuis que moi je travaille en immigration, ça n'avait jamais été aussi mouvementé, c'est sûr et même durant la covid, hein. Durant la covid, il y a eu beaucoup de changements mais c'était surtout des adaptations, que là, voilà, c'est vraiment des changements de programme volontaires et réfléchis, parfois. Mais voilà, qui touche en plus, toutes les presque toutes les catégories en fait d'immigration. C'est ça aussi qui est important à noter, c'est qu'on va voir, en début d'année 2024 notamment, il y a eu beaucoup de changements qui ont touché les étudiants qui Mmh. était en fait un programme, le programme des étudiants étrangers qui était, internationaux, qui était un programme très ouvert, avec beaucoup d'options pour venir étudier, pour, pouvoir rester après les études avec un permis ouvert, pour ensuite accéder à la résidence permanente. On pouvait aussi, quel que soit le programme d'études qu'on faisait, on pouvait aussi venir avec son conjoint. Dans presque tous les cas, maintenant, c'est très, très restreint, voilà seulement plutôt à des programmes de maîtrise ou de doctorat. Donc voilà, il y a eu beaucoup de changements qui ont touché les étudiants et il y a eu des changements qui ont touché les résidents permanents aussi. Donc notamment, ça c'est un changement, pas un changement de programme, mais un changement qui va impacter le nombre de résidents permanents qui vont arriver, où il y a eu en fait des réductions des cibles, d'immigration au Canada. Donc chaque année, le Canada a des objectifs d'immigration. Il va dire: «Bah, moi je voudrais accueillir tel nombre, d'immigrants, sur, la prochaine année ou sur les 3 prochaines années». Et en fait, ils ont vraiment réduit le nombre de résidents permanents qu'ils souhaitent accueillir et ils ont mis des priorités sur certaines catégories, notamment, on pourra en reparler plus tard, mais tout ce qui est francophone. Ils veulent encourager la francophonie, au Canada puisqu'évidemment le français est une des 2 langues officielles. Donc voilà, il y aura moins de résidents, permanents. Il y a aussi eu, un changement qui va aussi toucher, les personnes en processus de résidence permanente où en fait, quand on avait une offre d'emploi au Canada, qui était validé sous un certain modèle, je passe les détails, on pouvait obtenir des points supplémentaires pour, son profil, dans la demande de résidence permanente, on va dire. Ça a été supprimé et c'est, quelque chose qui, va impacter beaucoup de monde, de personnes surtout qui sont déjà ici, qui sont établies, qui ont un emploi et qui veulent simplement pouvoir rester. Où en fait, tout d'un coup, elles ont moins de points et donc leur profil est moins, compétitif, dans le bassin des candidats, c'est comme ça qu'on appelle. Donc voilà, des changements qui vont toucher tout ce qui est permanent et aussi beaucoup, beaucoup de changements qui vont toucher les résidents temporaires. C'est quelque chose qu'on entend assez souvent, notamment au Québec. Il y a trop de résidents temporaires, que ça crée, des problèmes. On pourra en reparler, plus tard et donc le gouvernement a quand même, mis en place de nombreuses mesures ces derniers mois qui vont toucher, par exemple, les demandes d'EIMT. Donc l'EIMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est similaire à une autorisation de travail, en France, plus Mmh. ou moins. Où en fait, voilà, maintenant, c'est plus compliqué de pouvoir même juste déposer une demande. Donc par exemple, les villes, où le taux de chômage est de plus de 6, ils ne peuvent pas déposer une demande si le salaire n'est pas à un certain montant qui est quand même très élevé. Ouais, qui a augmenté. Ouais et qui a augmenté en plus. Donc voilà, ce montant de salaire un peu plafond, était déjà pas forcément facile à atteindre et il a augmenté de 20. Donc voilà, ça veut dire que ça tout simplement, ça empêche un nombre assez conséquent d'employeurs de déposer, des demandes. Donc par exemple, pour vous donner un exemple très concret, tous les employeurs à Montréal actuellement ne peuvent pas présenter de demande de IMT si le salaire qu'ils offrent à leurs employés est de 33 de l'heure ou moins. Enfin Mmh. et de moins de 33 de l'heure. Mmh. Donc voilà, 33 de l'heure, c'est quand même déjà un bon salaire. C'est pas Mmh. tout le monde qui a ce salaire, donc ça empêche l'accès, à déposer, une demande de IMT pour, beaucoup de gens. Il y a certains programmes d'immigration qui ont aussi été, dont les conditions ont été resserrées. Par exemple, je pense au transfert intragroupe, qui est quand même un programme qui est hyper intéressant, qui est assez utilisé, mais qui est quand même qui était déjà bien ficelé. Ils ont rajouté des conditions, de ce qu'ils appellent de multinationales, donc c'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir par exemple,
une entreprise en Inde qui souhaitait ouvrir une deuxième filiale au Canada et donc qui voulait envoyer, par exemple, une directrice générale, pour gérer la filiale au Canada. Maintenant, si cette entreprise en Inde n'a pas au moins une autre entité active déjà dans un autre pays que l'Inde, elle ne pourra pas bénéficier de ce programme. En fait, il faut vraiment qu'il y ait déjà plusieurs entités. Donc, voilà, pareil, c'est des changements qui vont, rendre plus difficile l'accès en fait au permis de travail au Canada. On a aussi eu par exemple, une réduction, de ce qu'on nous on appelle la liste des métiers admissibles au traitement simplifié. Donc ça serait similaire aux métiers non opposables, il me semble, Et Virginie, analyse des c'est métiers en en France? tension. Ouais, exactement, c'est Mmh. ça. Donc, on avait une liste qui avait à peu près, plus de 270 professions, je pense, et qui est passée à peu près 70 maintenant. Donc, on a quand même retiré à peu près 200, professions. Là, c'est actif depuis le 24 mars de cette année. Donc, c'est OK. assez nouveau, mais ça c'est une liste qui est mise à jour de façon annuelle, mais une telle réduction, on n'avait pas vu ça, même pendant la C'est covid, énorme. la ré c'est énorme et Mmh. ça vient vraiment restreindre en fait, c'est les métiers qui sont admissibles. On n'a plus que tout ce qui est, IT, santé, construction, enseignement. À peu près, hein. Il y a aussi d'autres métiers, dans d'autres Mmh. secteurs, mais de manière très majoritaire, c'est ces secteurs-là. Et un changement, qui est aussi hyper important, qui impacte beaucoup de gens qui sont déjà au Canada et qui veulent venir au Canada, c'est, la possibilité pour le conjoint d'accompagner quelqu'un qui vient en permis de travail. Donc, pendant longtemps, c'était possible d'obtenir un permis de travail ouvert pour le conjoint qui accompagne, si le demandeur principal avait un emploi qualifié, qui représentait quand même une bonne partie, des emplois. Ça pouvait aller effectivement, du cadre, exécutif, jusque, au consultant en IT ou, même à l'assistant, administratif, l'adjoint administratif. Hem Alors que maintenant, ensuite les conditions avaient été changées pour que tout le monde puisse accompagner. Donc peu importe l'emploi du demandeur principal, tout le monde pouvait accompagner et maintenant on est arrivé à seulement les conjoints des personnes qui ont un permis de travail pour un emploi hautement qualifié peuvent accompagner. Donc c'est encore plus resserré que ça ne l'était avant. Mmh. Ce qui veut dire que, par exemple, un adjoint administratif qui a reçu une offre d'emploi au Canada, qui fait un processus, d'immigration, son conjoint ne peut pas l'accompagner, en tout cas n'a pas automatiquement accès à un permis de travail ouvert. Donc ça veut dire en soi que soit le conjoint vient en tant que visiteur et évidemment c'est une option qui est pas très faisable pour la majorité des gens, d'un point de vue financier et ou alors doit se trouver son propre emploi, trouver un employeur qui va être, en mesure de l'accompagner, ce qui encore une fois est pas si facile, surtout avec, les changements, Mmh. récents. Donc voilà, ça c'est un peu les changements officiels. Il y en a beaucoup plus, mais je vais pas tout détailler, sinon on va être là pendant 3 heures. Mais ça montre bien la volonté en fait, du gouvernement de freiner en fait, le nombre de résidents permanents, au Canada et d'ailleurs ça a été très clair notamment dans le mémo qu'ils ont fait pour, justement la modification des conditions d'accès au permis de travail ouvert pour conjoints. Ils ont bien dit justement qu'un des objectifs était de réduire le nombre de résidents, temporaires. Et voilà, ils voulaient bien dire que ça dissuaderait pas mal de gens de venir au Canada s'ils ne pouvaient pas venir avec leur conjoint. Mais au-delà des changements officiels, il y a aussi, les changements officieux, qui viennent, plutôt en arrière de tout ça, où en fait on voit ça c'est plus, notre expérience, en tant que cabinet d'immigration, c'est qu'on se rend compte que, voilà, il y a beaucoup moins de demandes évidemment parce qu'il y a moins de gens qui sont éligibles, mais par contre le traitement n'est pas plus rapide. Donc sans bon, on pourrait plutôt penser l'inverse. Il y a, plusieurs ministères, où beaucoup de postes ont été supprimés. Je pense par exemple au ministère de l'immigration au niveau fédéral, donc on appelle IRCC, où ils ont annoncé la suppression de 3 500 postes, ce qui est quand même, significatif, hein. Ouais. Au ministère de l'immigration au Québec, ils ont arrêté, le recrutement en entier, tout a été gelé, donc voilà, ça montre quand même une certaine volonté. Et surtout, on ressent quand même vraiment
des autorités de manière générale, que ça soit au provincial ou au fédéral, qui sont beaucoup plus pointilleuses, donc qui vont poser beaucoup plus de questions qu'avant, qui vont beaucoup plus aller dans le détail, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste, voilà, il faut être préparé en tant qu'employeur quand on va, justement déposer, ses demandes, à s'attendre que tout soit bien justifié, tout soit bien expliqué, parce que très régulièrement maintenant, on a des questions, parfois même des appels avec les agents pour clarifier, certains points, des dossiers, notamment sur la durée d'emploi qui est demandée par l'employeur. Donc voilà, on sent qu'il y a eu comme des des Ça instructions qui suffit. ont été données, au niveau un peu, supérieur de faire vraiment plus attention. Alors oui, bah, effectivement, ça fait beaucoup quand même en peu de temps. Enfin, voilà, tu le sais, nous, on gère tous les pays et clairement, c'est quand même rare d'avoir autant de gros changements en aussi peu de temps. Pourquoi, en fait? Alors, comme tu le disais, il y a les raisons officielles, il y a les raisons officieuses. Qu'est-ce que c'est la raison derrière tout ça? Ouais, il y en a plusieurs qui ont été mises en avant par le gouvernement. Sur le côté, pour les raisons qui ont été mises en avant, on avait, en premier lieu le taux de chômage qui était plutôt à la hausse, où donc évidemment, bah, ça c'est de plus en plus compliqué en ce moment pour des Canadiens de trouver un emploi, notamment un emploi qualifié. Donc c'est sûr que, c'était une des raisons qui a été mise en avant, et aussi un autre point qui est très, un point de souffrance pour, beaucoup de Canadiens, c'est la difficulté d'accès aux services publics et au logement. Donc tout ce qui est, santé, école, et le prix de l'immobilier, que ça soit en location ou à l'achat, sont, enfin voilà, c'est des sujets très compliqués. C'est vrai qu'on se plaint beaucoup en France de l'accès à la santé, mais ici c'est un autre niveau, et en plus c'est moins bien remboursé. Donc voilà, on est vraiment, même si c'est quand même un bon système au Canada, voilà, c'est vrai que il y a souvent des longs délais d'attente. J'avais par exemple une connaissance au Québec, qui a attendu 3 ans pour pouvoir avoir un médecin généraliste. Il y a des listes d'attente pour les médecins généralistes. Donc voilà, c'est très, très compliqué sur ces sujets-là. Les logements sont très, très chers, notamment dans des villes comme Vancouver ou Toronto, mais ça s'étend de plus en plus sur toutes les villes, au Canada. Donc c'est des points de frustration, assez élevés pour tous Ouais, les. mais du coup, le principe, c'est de dire, priorité aux Canadiens, en gros? Ah, le principe, c'est, ce qu'il dit, c'est, il y a trop d'immigrants, donc on va réduire le nombre d'immigrants, parce que s'il y a moins d'immigrants, ça sera plus facile d'avoir un médecin. OK. Bon, ça peut Bon, se débattre, d'autant plus voilà. que le nombre d'immigrants qui est ici, enfin, ça a été quand même un choix des gouvernements, hein, ils sont pas arrivés de nulle part non plus. Donc on aurait pu penser que voilà, les logements, auraient été adaptés en fonction. Pareil, sur le système de santé. Bon voilà, malheureusement c'est pas le cas. Donc c'est des vraies difficultés qui existent vraiment, et qui, donc parlent aux Canadiens, et donc qui sont effectivement des bons arguments. Et après, un autre sujet qui est aussi très important, qui a été mis en avant, c'est les fraudes. Par exemple, il y a pas mal de fraudes, en immigration au Canada, qui existent depuis assez longtemps. Notamment, il y en avait beaucoup sur tout ce qui était études, où des personnes venaient pour étudier, mais en fait, c'était vraiment, elles n'avaient pas une vraie envie, éducative. C'était vraiment plutôt une façon d'entrer au Canada. Ils Mmh. choisissaient des petits programmes pas très chers, qui n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée, mais qui leur permettaient d'obtenir un permis de travail, ouvert après les études et ensuite la résidence permanente, et cetera. Et aussi des fraudes, surtout, par exemple, quand j'expliquais tout à l'heure que, ils avaient enlevé la possibilité d'avoir des points supplémentaires quand on avait une offre d'emploi au Canada. Bah, malheureusement, il y avait des entreprises qui faisaient payer à des candidats des dizaines de milliers de dollars pour avoir des «offres d'emploi» entre guillemets, pour avoir des points supplémentaires, mais en réalité derrière, il n'y avait pas vraiment d'offres d'emploi. C'était des offres d'emploi fictives, en fait, tout simplement, Mmh. pour faciliter l'immigration. Donc il y a effectivement des mesures qui viennent, tenter de régler ce problème, de fraude, et c'est effectivement légitime. Après, est-ce que c'est les bonnes façons de le faire? On pourra en reparler, mais voilà, c'était un des objectifs, et ça, c'est le côté, officiel. Et officieusement, c'est vrai que le gouvernement libéral, donc c'est le gouvernement qui est, en vigueur en ce moment, c'est le parti qui est au gouvernement, et qui est au gouvernement, depuis à peu près 10 ans.
Ils ont beaucoup ouvert, les portes en immigration ces dernières années et donc pourquoi ils referment tout d'un coup? Bah, voilà, c'est parce qu'on devait avoir une élection fédérale cette année en 2025. C'était certain que le point d'immigration allait être un point très important dans les élections et c'était important que le gouvernement fédéral puisse, montrer qu'ils avaient agi avant Mmh. déjà et qu'ils étaient conscients du problème et étaient en train de régler, la solution, hein. Donc c'est effectivement des problèmes légitimes qu'ils viennent régler, hem, mais le timing est quand même, intéressant. Oui et puis bon, c'est un peu le même sujet partout et le même timing un peu partout étonnamment, Ah dès oui, qu'il y a une c'est question toujours à ce moment-là effectivement d'immigration, voilà, ça oui, peut être utile aussi. ouais. OK, alors comme on disait, tout ça, ça s'est passé sur, ouais, les 9 derniers mois, on va dire, donc maintenant on a un peu de recul pour analyser tout ça. Est-ce que toi, tu vois déjà les retombées, de ces mesures? Ouais, ouais, beaucoup de retombées, effectivement. Alors il y a des objectifs pour lesquels on ne sera pas en mesure de dire pour le moment. Par exemple, tout ce qui est accès, aux services publics et logement, c'est des choses qui s'étudient sur, plusieurs années. Donc pour le moment, on n'est pas en mesure de voir les retombées. Sur le taux de chômage, pour le moment, il n'a pas vraiment baissé, il a même augmenté dans certains endroits. Donc pour le moment, ça a pas l'air d'aider, le problème. Après ce qu'on voit, beaucoup, bah, oui, c'est des personnes dans des situations très compliquées, donc des personnes qui sont ici depuis longtemps, qui, par exemple, étaient sur le point de déposer une demande de résidence permanente et boum, au moment où ils allaient le déposer, le programme a été fermé pendant, 10 mois, donc plus de façon de pouvoir rester au Canada. Des personnes qui, ne peuvent pas renouveler leur permis de travail, qui ont un emploi, un employeur qui paye, leurs impôts, qui ont des enfants qui sont à l'école, et que c'est un conjoint qui travaille aussi, et qui simplement, bah, voilà, l'employeur, ils ont un emploi à Montréal qui est à bas salaire, par exemple, l'employeur ne peut pas renouveler. Beh, il y a pas d'autre, pas vraiment d'autre option donc ces personnes-là sont poussées effectivement à soit rentrer dans leur pays, d'origine, soit éventuellement, penser à d'autres idées. Par exemple, quitter le Québec. Il y a beaucoup d'opportunités pour les francophones en dehors du Québec, en tout cas côté immigration et donc bah, voilà, il y a des gens qui se retrouvent à devoir faire des décisions, de mouvement interprovinces pour pouvoir bénéficier de programmes d'immigration qui vont être plus simples. Donc ça touche beaucoup les gens, mais ça touche aussi beaucoup les employeurs, Mmh. puisque, bah, les employeurs enfin voilà, je pense que Virginie, toi tu le sais aussi, c'est pas un parcours de santé de faire des démarches d'immigration pour un employeur. Donc généralement, s'ils le font, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils n'arrivent pas à recruter des dans notre cas, des Canadiens. Donc beaucoup d'employeurs qui se retrouvent dépassés, puisqu'une autre mesure dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est hyper importante, c'est qu'ils ont, baissé la limite, de travailleurs à bas salaire qu'une entreprise peut avoir. Donc avant la limite était selon l'industrie entre 20 et 30 maximum de travailleurs étrangers à bas salaire sur un lieu de travail. Maintenant, on est descendu dans la grande majorité des cas à 10. Donc on a beaucoup d'employeurs qui ont déjà des employés, ils sont à plus de 10 mais ils savent qu'ils ne pourront pas renouveler les permis puisqu'ils ont déjà atteint la limite. Donc même s'ils sont dans une zone où le taux de chômage, leur permettrait de faire une demande, s'ils sont déjà à 10 ou plus, ils ne peuvent tout simplement, pas. Donc ça a des impacts aussi sur les employeurs et notamment dans tout ce qui est secteur manufacturier Mmh. qui a été oublié, complètement des mesures. Donc, pour les mesures dont je vous ai parlé, il y a eu beaucoup d'exemptions qui ont été mises en place pour, tout ce qui est la construction, la santé, et parfois l'enseignement. Voilà quelques secteurs assez phares comme ça. Mais le secteur manufacturier a été complètement, oublié par exemple et voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment font, pas mal de lobbying pour essayer d'avoir des mesures qui sont adaptées, à leur, réalité parce qu'ils sont assez, impactés par toutes ces mesures et après sur le côté fraude, malheureusement, ça il y a eu, justement un mouvement de quelques personnes qui, en fait, se retrouvaient tout simplement démunies dans le sens où elles n'avaient pas d'autres voies. Voilà, l'employeur ne peut pas renouveler, pas éligible à la résidence permanente
la seule option, c'est effectivement de rentrer dans son pays d'origine et malheureusement pour certaines personnes, c'est un peu plus difficile d'accepter cette réalité et qui, sont «poussées» entre guillemets à, faire des demandes qui ne vont pas être légitimes. Comme par exemple, il y a eu, au moment de tous ces changements, une augmentation significative de demandes d'asile au Canada, notamment de la part, d'étudiants internationaux, donc qui étaient venus au Canada sur des permis d'études, qui ne trouvaient pas de façon de rester et qui donc ont fait des demandes d'asile, pour prolonger leur séjour ici en disant qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur pays alors que voilà, leur pays est pas forcément un pays, en Mmh. qui ils sont pas forcément dans une situation où ils ont besoin, d'asile en fait, hein, et le système d'asile au Canada est déjà très, très bouché. C'est déjà un processus qui est très long et très compliqué, donc ça vient pas aider la situation de Mmh. rajouter en fait des demandes à ça, donc sur le côté, réduction de fraude, tout ça, bon, ça a peut-être pas atteint tout à fait, l'objectif et on a aussi, voilà, des employeurs, assez, avec des demandes assez légitimes qui se retrouvent bloqués, hein. Donc par exemple, ils ont changé les documents qui peuvent être, présentés de la part de l'entreprise pour démontrer sa légitimité. Quand on fait une demande de IMT, l'entreprise est obligée de démontrer qu'elle existe bien et surtout qu'elle a la capacité financière de payer cet employé-là. Et pour la petite histoire, moi j'ai un client qui est une start-up dans la tech finance en plus et donc eux, évidemment, en tant que start-up, bah, ils ont des investissements et puis, bah, ils dépensent, tout l'argent qu'ils gagnent avec, leur entreprise, ils le réinvestissent, directement. Donc, au bout de la ligne, le profit est faible, tout simplement et le gouvernement a, refusé de traiter la demande puisqu'il considérait qu'ils n'avaient pas assez d'argent alors qu'on a bien prouvé qu'ils payaient leurs employés tout le temps, à temps, que tout le monde était bien payé et qu'ils avaient les investissements suffisants pour pouvoir payer un employé de plus et malheureusement ça n'a pas suffi parce que ça rentrait pas dans leur case, qui était peut-être un peu trop définie quoi donc voilà, ça a quand même des conséquences assez importantes sur, le quotidien à la fois des immigrants mais aussi des entreprises. Mmh. Ouais, bon, bah, oui, on va laisser un peu de temps à ces mesures un peu drastiques de voir ce qu'elles donnent, mais effectivement, bon, de ce que tu nous dis, c'est pas hyper positif pour l'instant. Et en plus, si on rajoute à ça le climat international, et les relations relativement tendues avec, les États-Unis, oui, ça m'a pas l'air d'être, très facile en ce moment. Si on saute sur ce sujet-là, des États-Unis, enfin principalement des relations avec les États-Unis depuis Trump, hein, Ouais. toi, comment ça se passe? Beh, c'est vrai que ça, c'est aussi un sujet qui a beaucoup d'impact en ce moment, dans notre quotidien en immigration. C'est vrai que depuis novembre, donc depuis l'élection, on avait déjà beaucoup de gens, moi j'ai eu pas mal de consultations en novembre avec, des Américains et qui justement avaient peur de l'arrivée de Trump et qui voulaient discuter de leur possibilité d'immigration, au Canada. Mais c'est vrai que, depuis les dernières semaines, c'est évidemment un autre niveau puisque, bah, je pense que personne n'attendait un peu Mmh. à quel point, voilà, l'arrivée de Trump allait avoir des conséquences, aussi importantes et de manière aussi rapide. Et donc, voilà, pour l'exemple, j'ai reçu hier un mail d'une personne qui me disait, en objet, «Aidez-moi s'il vous plaît, nous vivons aux États-Unis, nous avons peur, de ce qui va se passer dans les prochains mois, nous voudrions immigrer au Canada» et c'est vrai que de recevoir ça de la part d'un Américain, c'est un peu, déstabilisant parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Voilà, les États-Unis, c'est un pays qui est quand même hyper stable où les gens sont, dans la globalité assez heureux de vivre, donc voilà, déjà beaucoup plus de demandes de la part des Américains pour venir au Canada, et aussi, des relations, tendues. Alors faudra voir dans les prochains mois ce que ça donne sur le côté, les relations diplomatiques et quels vont être les impacts notamment sur, les traitements en consulat. Mais il y a des relations assez tendues en ce moment entre les 2 pays et notamment beaucoup de Canadiens qui, ne veulent plus,
voyager aux États-Unis, qui évite tout voyage et même tout transit aux États-Unis. Le gouvernement canadien a mis à jour ses instructions, en fait, qu'il donne à ses citoyens pour, les voyages à l'international. Donc sur la page des États-Unis, ils ont rajouté une section qui dit: «Attention, quand vous passez la douane, les agents ont un grand pouvoir discrétionnaire, ils peuvent regarder vos téléphones et toutes vos communications personnelles», ce qui était déjà vrai avant, hein, Ouais. de toute façon, et au Canada aussi d'ailleurs. Mais il parle notamment aussi du fait que les personnes peuvent être détenues avant qu'elles soient expulsées, du pays, et c'est vrai que c'est, quelque chose qui a été rajouté, je pense, comme en février ou en mars, de cette année, et ça suit une histoire, d'une Canadienne qui a fait une demande de permis. Alors je ne sais pas exactement quel permis, mais pour les États-Unis, au point d'entrée directement, qui a été refusée. Alors est-ce que c'était légitime ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas qui a été détenue pendant 11 jours, alors que voilà, elle voulait, tout à fait payer son billet pour rentrer au Canada, mais pour une raison ou une autre, ils l'ont détenue 11 jours. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler, au Canada, parce que c'est pas, voilà, c'est 2 pays qui sont normalement très proches, où, Ah oui, les Canadiens, vont faire du shopping aux États-Unis. Ceux qui habitent près de la frontière, ils vont faire du shopping aux États-Unis la fin de semaine, voilà, ça, c'est quelque chose qui est de moins en moins, et d'ailleurs, on a vu justement, une réduction. Je lisais un article là-dessus, je crois que c'était entre janvier et février, une réduction du nombre de vols, qui avait été réservé à partir du Canada vers les États-Unis, quand même de 26. Donc c'est quand même beaucoup, et encore au mois de mars, encore je pense à peu près 15. Donc c'est quand même, énorme, pour, juste ce genre de changement, quoi. C'est pas comme si on était en plein temps covid, en pleine pandémie. Voilà, je pense que les Canadiens sont un peu frustrés, de cette, situation, et c'est quelque chose, je pense, qui va venir impacter aussi les États-Unis, puisqu'il y a aussi beaucoup de Canadiens, notamment, plus âgés, qui passent une bonne partie de l'année, aux États-Unis, ouais, pour Floride. éviter l'hiver, canadien, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et depuis qu'il y a eu notamment, tu connaîtras mieux que moi, Virginie, mais l'obligation de s'enregistrer si on reste plus de 30 jours, et cetera. C'est vrai que c'est, quelque chose qui inquiète, beaucoup, les Canadiens. Bah oui, ça peut se comprendre. Et puis bon, on a un dossier commun d'une personne alors non canadienne qui vit au Canada, euh, qui avait besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Les prochains rendez-vous, donc Mmh. des consulats américains au Canada. Et moi, j'ai fait toutes les villes du Canada où il y a un consulat. Prochain rendez-vous, c'était en 2027, tous. Ouais. C'est ce qui est incroyable. Alors, c'est le cas dans beaucoup de consulats américains dans le monde, mais enfin, ça, j'avais jamais vu. Pour deux pays voisins qui ont quand même des relations bilatérales saines jusqu'à présent, le symbole est quand même extrêmement fort, quoi. Mmh. Et veut dire pas mal de choses, Ouais, effectivement. exactement, Ouais. exact. Bon, alors, on va quand même essayer de donner un peu des points positifs parce que voilà, le Canada, alors s'il a été surprenant ces derniers mois, parce il avait toujours cette réputation d'un pays relativement ouvert en termes d'immigration, à tort ou à raison. Mais voilà, maintenant on a l'impression que tout se ferme. C'est pas le cas. Il y a quand même des possibilités d'immigration vers le Canada. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends assez souvent, hein, même des clients à moi, hein, qui me disent, j'en ai eu un récemment qui m'a contacté en me disant: «Oh, est-ce qu'on pourra l'embaucher?» Je suis pas sûre, alors pourtant que c'est un domaine où l'embauche reste encore assez facile, puisque c'est des professions très qualifiées. Donc il y a quand même, ce préjugé, je sais pas si c'est le bon mot, mais de dire: «Bon, bah, l'immigration, c'est devenu impossible au Canada». Ce qui n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de programmes qui sont ouverts. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà des secteurs qui sont exemptés de ces mesures-là, ou en tout cas qui sont moins impactés par ces mesures, et tout ce qui est, emploi à haut salaire et hautement qualifié reste quand même assez, protégé de ces mesures-là, parce que la plupart des mesures qui ont été prises vont toucher justement, des postes à bas salaire et moins qualifiés. Donc si par exemple on a une entreprise qui veut faire venir des ingénieurs, dans la construction ou pas, des personnes qui veulent faire venir des développeurs, tout ce qui est IT, et cetera, tout ça, ça se fait encore, très bien. Il y a pas de problème là-dessus. Et après, il y a aussi tous les programmes qui ont été moins touchés, donc tout ce qui va être dispensé de IMT. Donc on a en fait, au Canada, effectivement, pas mal de programmes,
où une IMT n'est pas requise. Donc ça serait comme, j'imagine, un peu un passeport talent qui lui est exempté d'une autorisation de travail. Ça sera un petit peu une situation, similaire. Voilà, on a beaucoup qui n'ont pas été touchés. Alors le transfert intracompagnie a été un peu impacté, mais reste toujours ouvert, notamment, à toutes les entreprises européennes puisqu'il y a un programme spécifique pour les entreprises européennes. Il y a, des programmes d'immigration dispensés de IMT, selon des accords bilatéraux, donc avec, bon, pour le coup avec les États-Unis, avec le Mexique, par exemple, avec anciennement le NAFTA, avec la Colombie, avec le Pérou, avec le Chili, donc il y a encore, voilà, pas mal d'options comme ça. Il y a aussi tout ce qui est, ce qu'on appelle nous, Expérience internationale Canada, qui va regrouper les PVT, donc les permis vacances-travail, les jeunes professionnels, qui est un programme qui existe aussi en France. Tout ça, c'est encore ouvert, il y a eu aucune modification à ces programmes-là. Les quotas sont restés très similaires à ce qu'on voyait les années d'avant, donc pour le moment, pas d'impact, et notamment ce qui est compris dans ce programme-là, c'est aussi tout ce qui est VIE. VIE, si vous êtes une entreprise française, vous souhaitez envoyer des employés au Canada sur une période donnée, ça, c'est aussi encore tout à fait ouvert, il n'y a eu aucune modification. Et un programme, de permis de travail qu'on voit de plus en plus en ce moment, c'est le programme Mobilité francophone, qui est un programme, de permis de travail qui est dispensé de IMT et qui permet, à des, personnes qui ont reçu une offre d'emploi, peu importe l'emploi, en dehors du Québec, de, pouvoir demander un permis de travail tant qu'elles prouvent qu'elles parlent français. Et Mmh. le niveau demandé est pas très haut, je me souviens plus exactement, mais ça doit être quelque chose comme peut-être B1 ou B2, je suis plus sûre exactement, il faudrait vérifier l'équivalence. Mais voilà, c'est un programme qui est vraiment extrêmement facile d'accès. Mettons, si vous êtes une entreprise, à Toronto, par exemple, vous voulez recruter un Français, en plus, comme il est dispensé de visa, il peut faire sa demande directement à l'aéroport. Vous le recrutez, une semaine plus tard, il vient avec son dossier à l'aéroport, il obtient son permis de travail et il commence à travailler pour vous. Donc c'est quand même quelque chose de très, très avantageux, surtout sur un marché du travail au Canada qui va beaucoup plus vite qu'en France où on embauche des gens sous 2 semaines, hein, et non sous 3 mois. Donc il reste quand même pas mal de programmes pour les permis de travail qui sont ouverts, et côté résidence permanente, pour ceux qui sont déjà au Canada, il y a quand même encore pas mal de possibilités. Donc au Québec, par exemple, le programme qui reçoit les demandes des gens qui ont 2 ans d'expérience, au Québec, est toujours ouvert. Les demandes sont toujours en cours. Certes, c'est un peu long et ils sont plus pointilleux, mais c'est toujours ouvert. Et après, il y a aussi ce que je mentionnais tout à l'heure, des programmes de résidence permanente qui sont plus faciles d'accès en dehors du Québec pour les francophones. Donc il y a justement une priorité qui est mise, pour les francophones. Ça fait partie des catégories spécifiques de personnes qui sont, ce qu'on appelle invitées à présenter, une demande dès lors qu'on a un certain niveau, en français. Donc voilà, il y a encore, beaucoup d'options, à la fois pour les employeurs qui veulent recruter, mais aussi pour les personnes qui veulent, immigrer au Canada. Bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle, et est-ce qu'il peut être aussi intéressant de penser à d'autres provinces, ou d'autres régions que, Exactement. celles qu'on connaît classiquement, Québec, Ontario, et cetera, et cetera? Ouais, exactement. Bah, c'est sûr que la plupart des Français, quand ils vont penser à une immigration au Canada, ils vont penser en fait au Québec, même s'ils s'en rendent peut-être pas forcément compte. Le Québec, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que bon, déjà, si vous voulez de la nouveauté, il y a quand même beaucoup de Français au Québec, et voilà, côté immigration, c'est pas que c'est plus fermé, mais c'est moins avantageux. Le fait que vous parlez français est moins avantageux au Québec, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça, que dans le reste du Canada où justement là, on va avoir, le permis mobilité francophone dont je vous parlais, ou entrée express spéciale francophone, aussi. Et après, c'est un super bon point qui t'amène, Virginie, même d'explorer d'autres provinces, que même en dehors du Québec. C'est vrai que quand les gens vont pas au Québec, souvent comme tu disais, ils vont en Ontario, ils vont aussi beaucoup en Colombie-Britannique. Et c'est vrai que, il peut avoir des avantages à la fois, pour l'immigration, mais aussi pour, la vie quotidienne, à aller explorer d'autres provinces, puisque, bah, le coût de la vie ne va avoir, rien à voir, enfin surtout sur tout ce qui est immobilier. Personnellement, j'habite à Edmonton, c'est, pas une des villes, les plus,
convoité par, les immigrants qui s'installent ici. Mais par contre, moi, j'ai pu m'acheter une maison avec un jardin et cetera, ce que toutes les personnes que je connais à Montréal ne peuvent pas faire, en fait, puisque les tarifs sont trop élevés et encore moins sans parler de Toronto et de Vancouver. Et côté immigration, pour certaines provinces, justement qui voient beaucoup moins d'immigration, les provinces peuvent avoir des programmes spécifiques qui vont être beaucoup plus faciles d'accès ou en tout cas, il y aura beaucoup moins de compétition, de concurrence, que, par exemple en Colombie-Britannique, qui a effectivement un programme d'immigration provinciale, mais qui est surchargé par, le nombre d'immigrants, qui est déjà sur place. Bon, et alors, dernière question pour finaliser ce WeTalk. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois en termes d'immigration au Canada? Bah, c'est vrai que c'est la fameuse question puisque déjà, sur les mois derniers, tout ce qui s'est passé, c'est pas quelque chose que les professionnels ont vu venir. Alors au bout d'un moment, c'est vrai quand on voyait mesure après mesure, bon, on a commencé à s'habituer, mais au début, c'est quand même, voilà, un peu, C'est «sorti de nulle choquant, part» hein. entre guillemets. Oui, voilà, déstabilisant pour toute l'industrie, ça c'est vrai, c'est une industrie qui a dû vraiment se renouveler. Après sur ce qui va se passer, là, on est vraiment sur un peu une période en attente puisque on est en pleine période d'élections, fédérales. Donc en fait, tout le parlement va être réélu donc les élections, c'est le 28 avril si je ne me trompe pas et à partir de ça, une fois qu'on sait quel est le gouvernement en majorité, ça nous dira qui sera, le premier ministre, qui sera soit, Mark Carney, enfin, a priori, hein, selon les sondages actuels, soit Mark Carney du Parti libéral, soit, Pierre, Poilievre du, Parti, conservateur et pour le moment, c'est plutôt les libéraux qui sont en tête, mais bon, voilà, il nous reste quand même encore, un petit 2 semaines ou exactement Mmh. ouais, quelques jours quand même avant l'élection, donc comme on sait, ça peut toujours changer et donc selon les qui va être élu, si c'est les libéraux, je pense qu'on peut s'attendre qu'ils continuent quand même sur la même ligne où ils vont pas être aussi ouverts qu'avant. Ils vont quand même, garder quand même, je pense, pas mal de restrictions jusqu'à temps qu'ils voient qu'il y a des améliorations sur les sujets qui étaient, compliqués et problématiques pour eux. Donc à voir, mais je pense mon opinion, c'est que ça sera peut-être pas leur priorité tout de suite l'immigration, parce qu'ils ont déjà quand même pris beaucoup de mesures sur les derniers mois et que voilà, il va y avoir beaucoup de sujets à gérer, en début de mandat. Par contre, si les conservateurs gagnent, beh, c'est sûr que l'immigration, c'est quand même un sujet c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est un sujet important pour eux. À la fois, c'est un peu compliqué de voir exactement quelles mesures seraient prises, on n'a pas tant d'infos là-dessus, mais c'est sûr et certain que c'est pas l'immigration qui est à la côte avec ce parti politique. Donc on peut s'attendre, s'ils sont élus, à, encore plus de changements et de restrictions, sur l'immigration, vers le Canada. Ouais, bah, comme toujours, hein, on le répète souvent, ici et puis à nos clients, la politique et l'immigration, c'est toujours intrinsèquement lié. Donc Exact. affaire à suivre pour le Canada. On va voir, comment ça évolue dans les temps qui viennent. Bon, bah, on arrive à la fin de notre WeTalk. Merci beaucoup à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toi, Cécile, d'avoir partagé ton expertise, immigration sur ton pays d'adoption, le Avec Canada. plaisir. Et bah, on reste de toute façon toutes les deux à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous contacter pour tout sujet immigration. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site ou en commentaire. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de WeTalk, le rendez-vous immigration de WeImmigration. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de WeTalk. J'espère que nous avons pu répondre à vos questions et évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez d'autres. Chez Oui Immigration, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre stratégie d'immigration internationale. Si ce WeTalk vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit mot. On attend vos retours avec impatience. Et puis suivez-nous également sur LinkedIn pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas à nous dire si un sujet ou un pays vous intéresse en particulier. Et évidemment, si vous avez besoin de notre expertise, contactez-nous oui@oui-immigration.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de WeTalk.